Ok, donc tout d'abord, comme j'ai dit, merci beaucoup de nous recevoir ici. Donc notre première question, c'est donc vous êtes le directeur du département innovation de la Poste. Et donc à la base, quelles ont été les motivations? Pourquoi ce groupe a été créé? Quand a-t-il été créé? Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... D'accord, très volontiers. Donc, pour être précis, je ne suis pas le directeur de l'innovation à la Poste, je suis responsable de l'innovation ouverte et du corporate venturing. Oui. Encore responsable d'innovation. D'accord, au-dessus. Et le département innovation et développement a été créé il y a 5 ans, 5 ans de cela, avec comme objectif principal à la fois d'identifier, de faciliter l'identification, l'exécution et le développement de nouveaux produits. Et puis aussi avoir un impact positif sur la culture d'innovation et la gestion des innovations au sein du groupe, amener plus de professionnalité. D'accord, très bien. Et vous êtes combien dans le... Le département innovation et développement a démarré à une trentaine de personnes et à présent nous sommes 120. Ok. Voilà. Ouais. Et puis au niveau de l'ambiance de travail, tout ça, est-ce que vous êtes un peu plus sur un côté start-up? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre, par exemple, d'autres départements au sein de la Poste où il y a plus de travail individuel? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes plus à travailler en collectif, en groupe, tout ça? Alors, déjà, peut-être à préciser d'entrée de jeu, selon les divisions de la Poste, que ce soit Poste Finance, Poste Mail, Poste Logistics ou Poste Auto, la culture est relativement différente. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Naturellement, après, dans les divisions en elles-mêmes, selon les équipes, il y a encore des manières de travailler qui sont différentes de par les objectifs et les fonctions. Donc, c'est-à-dire, au sein de la division développement et innovation, il y a quand même une différence entre les produits qui sont actuellement sur le marché, qui sont offerts sur le marché, comme dans la cybersanté avec la plateforme électronique du patient, ou alors des innovations qui sont simplement encore plus dans la phase explorative, où là, naturellement, on est plus sur des méthodes Scrum, Design Thinking, pour affiner le produit ou la solution, alors que sur IELTS, on est concrètement avec un développement de produit plus classique. D'accord. Avec une structure également d'équipe plus classique, marketing, communication, vente, etc. Parce que vous favorisez aussi donc, le travail en équipe, principalement? De toute manière, il y a forcément une volonté de travailler en équipe, dans des équipes aussi diverses, avec des profils divers, spécialement dans la phase donc, innovation. Comme vous le savez, s'il y a de la diversité, a priori, il y a plus de créativité et cela encourage l'innovation. Donc les gens qui sont souvent dans cette phase un peu explorative, ils ont des profils très différents. Donc on aura l'économiste, on aura des profils plus techniques, on aura des profils aussi commerciaux. C'est sur quels critères essentiellement vous vous basez pour... vous avez dit que vous êtes passé de 30 personnes à 120 personnes, donc beaucoup de gens ont rejoint la division, et puis sur quels critères vous vous basez justement pour encourager cette diversité au sein de l'équipe? Qu'est-ce qui, selon vous, quel type de profil vous recherchez? Alors comme je l'ai dit, c'est divers. Si je parle pour mon équipe spécialement, on est plus dans la phase donc, exploration, identification, ideation, génération d'idées avec des partenaires. Donc c'est clair qu'on aura comme critère de recrutement d'abord des compétences métiers, ça c'est clair. Il faudra quand même avoir une compréhension de l'innovation générale, de la gestion des innovations, qu'est-ce que ça implique, des compétences quand même techniques, technologiques. Forcément l'innovation est aussi beaucoup dérivée de ces nouvelles technologies, donc avoir une certaine affinité avec ces domaines. Et ça, c'est plus les compétences métiers. À côté de ça, il y a des compétences plus soft, on va appeler soft. Ça, c'est vraiment au niveau intelligence émotionnelle, stakeholder management, approche collaborative. Ça, c'est quand même des choses qui sont recherchées. Parce que mon équipe est continuellement en interaction avec à la fois des collègues internes, qui ont des profils, des cultures différentes, parfois qui sont relativement conservateurs, on va dire, et puis des partenaires externes qui sont les startups, le monde académique avec les hautes écoles, etc. Donc il faut avoir cette capacité d'adaptation et de compréhension, en fait. C'est un peu une fonction de traduction entre ces différents stakeholders. Donc ça, c'est important. Et puis après, le dernier critère qui pour moi est important, c'est l'expertise. C'est-à-dire que si quelqu'un de mon équipe doit avoir affaire avec des startups, idéalement, il a une expérience startup. Bien sûr, oui. Et c'est aussi quelqu'un qui doit comprendre le métier interne. D'accord. Du coup, vous avez pu chercher dans la Poste directement ou dans les secteurs externes? Alors du coup, j'ai un mix de collègues qui promettent des unités qui sont nécessaires parce que tout ce qu'on va rechercher en externe, au niveau d'innovation, chez les partenaires,
eh ben, ils sont dérivés des besoins internes, hein, aussi d'une stratégie d'innovation interne. Donc, il faut comprendre les métiers internes. Donc, j'ai des collègues qui viennent directement des unités, puis j'ai des collègues que j'ai recrutés à l'externe, avec cette expérience, par exemple, start-up, ou dans le corporate venturing, donc l'investissement dans les start-up, il fallait quelqu'un qui ait cette expertise. Donc, ça, on a plutôt recruté à l'externe. Et puis donc au sein de votre équipe, est-ce que vous avez un peu une technique, une recette pour qu'il y ait une culture qui soit axée autour de l'innovation? Est-ce que vous faites des efforts pour vraiment essayer de promouvoir en termes de culture? Je ne sais pas s'il y a des événements, des espaces propices à l'innovation. Enfin, est-ce qu'il y a de l'attention qui est portée à ça? Alors, énormément d'attention dans l'équipe elle-même, pour favoriser justement cette compréhension d'équipe et pour faciliter également la définition d'une mission, la compréhension de la vision d'équipe, où je souhaite aller avec mon équipe pour définir aussi les valeurs, etc. Donc on a des team events, on a des meetings, etc. réguliers. On va également chez les partenaires, nos partenaires qui sont les hautes écoles, par exemple, on a des places de travail, donc on échange énormément avec les étudiants, les professeurs, etc. Donc ça, c'est tout ce que j'encourage. Mais derrière ça, il y a aussi énormément de choses qui sont faites pour tous les collaborateurs de la Poste. Donc ça, c'est également notre responsabilité. On organise des... après, on va vous montrer, j'ai une des personnes qui travaillent dans mon équipe qui a prévu également de vous faire une petite visite de notre espace lab qui est en bas, où là, on va démontrer les nouvelles technologies. On achète par exemple les lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. On va les démontrer aux collaborateurs. On va essayer de générer des nouvelles idées à travers ce genre d'événements. On va faire des pitching days ici, on va inviter les startups, on va pousser l'échange entre les startups et les collaborateurs. Donc ça, c'est tout ce qu'on facilite pour tous les collaborateurs. Et pas seulement ici, à Berne au siège, aussi dans les centres de tri. D'accord. C'est très important, on se déplace aussi avec l'équipe pour toucher vraiment les gens sur le terrain. Et en rapport à ce que vous avez dit, y a-t-il aussi une différence entre les locaux que vous utilisez dans tout ce qui est innovation? Est-ce que ça va en lien avec votre vision d'innovation? Parce qu'on a un peu vu Absolument. autour des open space, meeting. Absolument. Donc ici, dans ce bâtiment, on a la chance de travailler dans un bâtiment moderne. On a déménagé il y a 2 ans. 2 ans et demi maintenant dans ce bâtiment. Donc ici, tout est open desk sharing. C'est clair. Et naturellement, ça facilite aussi l'échange entre les équipes, etc. Ça permet aussi des économies significatives au niveau des coûts. C'est pas une raison non plus à cacher. Mais disons que ça facilite aussi la collaboration. Puis derrière ça, il y a tout le support des outils technologiques. On utilise SharePoint. On a une plateforme basée sur SharePoint qui s'appelle PostConnect pour faciliter l'échange d'informations. On a des outils également qu'on pousse avec des startups comme Starmine pour l'échange d'informations. On a aussi investi dans des startups qui sont actifs dans ce domaine-là, comme Testing Time ou Guru à Zurich, si vous connaissez. Voilà, donc on a beaucoup de choses qui sont en place. Ok. Et est-ce que donc vous parliez justement de la culture propice à l'innovation, non seulement ici, donc dans les quartiers généraux, mais aussi dans les centres de tri, tout ça. Et comment vous faites de manière générale pour motiver les gens à prendre part à ce rythme justement de cette fibre d'innovation? Donc comment vous incitez les gens à contribuer? Ce qu'il faut d'entrée aussi peut-être préciser, c'est que dans une entreprise comme la Poste, on ne va pas faire de chaque collaborateur des entrepreneurs. C'est malheureusement pas possible, c'est comme ça. Et il ne faut pas forcément que des entrepreneurs dans une entreprise comme la Poste. Donc on a vraiment le tanker, la Poste, qui doit livrer. Et c'est extrêmement demandant de s'assurer tous les processus logistiques pour livrer une lettre de Coire à Genève en un jour. Enfin, il y a vraiment du boulot qui doit être fait au niveau incrémental, au niveau processuel. Et ça, voilà. Et ça, on le fait très bien. Et derrière ça, notre job, c'est un peu d'identifier les personnes qui sont aussi entrepreneurs, etc. Et puis, quand on organise des choses dans les centres de tri, on essaie vraiment de comprendre les besoins concrets des gens. Pas seulement organiser un format pour organiser un format, aller faire un roadshow innovation qui ne répond pas à la demande concrète des gens sur place, ça ne sert à rien. Il ne va d'abord pas être visité, les gens ne vont pas prendre le temps de participer à l'event, et puis en plus, ça ne leur amènera à rien. Ils vont dire c'est les gens de Berne qui vont... Voilà. Et comment vous faites justement pour comprendre ces besoins? Vous envoyez des... Alors ce qu'on fait concrètement quand on fait des formats, si on prend l'exemple d'un format comme Future Corners, donc là ce qu'on va faire d'abord c'est démontrer la technologie. Donc on va acheter par exemple concrètement tous les modèles nouveaux de réalité virtuelle et réalité augmentée de lunettes. Ensuite on va organiser un format relativement court parce que les gens, on sait aussi que dans les centres de tri ils n'ont pas un temps énorme à disposition. Donc on va faire 20 minutes, on va leur expliquer la technologie.
Ensuite, on va faire 20 minutes où on va laisser les gens tester la technologie. Et ça, c'est l'intérêt des gens parce que la plupart n'ont jamais testé des lunettes. Google Glass, personne n'a testé. Ils ont tous lu il y a 5 ans que c'était génial. Il y a 2 ans, c'était bullshit. Mais ils n'ont jamais testé concrètement qu'est-ce que c'est ces lunettes. Donc 20 minutes où ils testent, on les accompagne, on leur explique les modèles, etc. Et après, il y a 20 minutes brainstorming. Dans les processus concrets, le daily business de chacun, comment ces technologies peuvent faciliter les choses. Et là, on a des projets, par exemple, je peux vous montrer aussi, j'ai quelques slides à ce niveau-là, où là, au niveau du tri des lettres, via les lunettes de réalité augmentée, on a remarqué qu'en additionnant sur les, comment on appelle ça, il y a encore énormément de lettres, donc maintenant elles sont triées automatiquement. Mais il y a toujours des lettres qui doivent être triées manuellement. Et en ajoutant des couleurs via les réalités virtuelles, ça facilite le tri manuel de ces lettres et ça permet d'augmenter la productivité de 20%. Donc ça, c'est ce genre de use case concret qu'on a pu identifier en étant sur place. Il n'y a jamais personne qui va se déplacer à Berne pour suggérer ça. Et surtout pas la personne qui trie le courrier. Donc c'est comme ça qu'on essaie de conceptualiser des formats qui sont dans l'intérêt également des collaborateurs. Et ça, ce genre d'événements comme ça se produit à quelle fréquence? Alors, sur ces donc ce genre de format-là, on appelle ça les Future Corners. Et sur la thématique réalité augmentée, comme il y a eu énormément de demandes, on en a fait une 50aine en 10 mois et auxquels ont participé 1200 collaborateurs. Donc c'est quand même important. Voilà. Et il y a d'autres sujets qui vont être peut-être moins intéressants, qui sont plus spéciaux, on va dire. Comme là, on en a fait sur blockchain, forcément, c'est pas les mêmes personnes, il y a moins de gens. Voilà. Tout dépend du sujet et de l'intérêt des gens. Et quelles sont concrètement les attentes du groupe, de la direction générale quant à le potentiel impact que votre division elle peut avoir sur la Poste en général du coup? Voilà. Alors concrètement, c'est clair qu'il y a des marchés qui sont en déclin. Je ne vous invente rien si on regarde le marché des lettres, etc. Il y a d'autres marchés qui sont en croissance. Mais par contre, c'est clair que nous, on attend de la croissance de notre unité. Donc c'est vraiment générer des nouvelles prestations, des nouvelles solutions qui vont générer de la croissance du chiffre d'affaires. Pour compenser en partie les activités en déclin. Donc ça c'est clair. Et puis l'autre partie, c'est plus l'impact, je l'ai mentionné, sur vraiment l'impact positif sur la transformation du groupe au niveau aussi de la culture d'entreprise. C'est très important. C'est-à-dire qu'on a conscience que tout démarre aussi de la culture d'entreprise. Et donc il faut changer cette mindset aussi, cette mentalité parfois des collaborateurs qui sont un peu aussi perdus vis-à-vis de tous ces changements qui se passent autour d'eux. Donc, nous, on est aussi là pour faciliter un peu cette transformation. Et comment vous diriez que, donc, si vous dites d'essayer de transmettre vraiment cette culture aux collaborateurs, comment est-ce que ça se passe ici à la Poste, entre le moment où il y a les directeurs, où vous parlez de croissance, donc qui donnent les objectifs, qui définissent la stratégie générale, comment est-ce que ça ensuite, ça ruisselle, ça parvient jusqu'aux employés, ou ça peut arriver même par exemple jusqu'à la personne qui ramasse ramasse les lettres dans les boîtes aux lettres? Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour faciliter justement cette propagation de... Alors oui, naturellement, il y a des systèmes qui sont en place, des processus et des outils également qui supportent cette communication vers la base. Ça reste challenging. Bien sûr. C'est pas nouveau, ça reste difficile. Il y a des formats qui sont physiques, c'est-à-dire que par exemple, il y a des events qui organisent qui s'appellent les Postoramas, où chaque membre de la direction, minimum un membre de la direction, est présent et s'occupe vraiment de convoyer ce message, notamment au niveau de la stratégie, de l'innovation vers la base. Voilà, donc il y a tous ces événements physiques et puis après derrière ça, il y a des plateformes électroniques. J'ai mentionné PostConnect et d'autres. On essaie de mettre à disposition toutes les informations nécessaires. Il y a eu aussi une transformation ici au niveau de la transparence au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'avant peut-être la stratégie était encore quelque chose qu'on gardait dans les hautes sphères du groupe, au siège, etc. C'était en partie, mais partiellement et marginalement communiqué vers la base, alors que maintenant il y a vraiment ce souci d'ouverture. Il faut que les gens comprennent également la stratégie. Ouais, bien sûr. Et à quel point est-ce que vous diriez que c'est facile pour un postier qui pourrait avoir une idée, donc s'il n'a pas pris part à un des post corner comme vous avez dit, s'il n'a pas Future Corner, pardon, s'il n'a pas pris part à ce genre d'événement là, si tout à coup il y a un postier qui a une idée révolutionnaire, quel est le chemin cette idée pourrait avoir pour ensuite remonter jusqu'à vous? Alors là il y a plein de chemins en fait possibles. Donc le Future Corners, nous ça c'est juste une initiative parmi tant d'autres. Si je prends et puis après il y a naturellement divers profils dans l'entreprise, etc. Mais si on prend un employé alpha,
dans un centre de tri. Lui, il a la possibilité concrètement de participer à certains événements comme Future Corners. Il a également un outil qui s'appelle Postidia, qui est une sorte de boîte électronique où chaque collaborateur peut suggérer des idées. D'accord ? Et comme incentive de participer, donc le collaborateur va recevoir 20% du bénéfice, de la plus-value de l'idée réalisée à concurrence maximum de 50 000 francs. Donc c'est quand même important. Et il y a eu donc des collaborateurs qui ont déjà reçu le montant maximum de 50 000 francs, ce qui est substantiel. Donc ça c'est une initiative. Après on a également un processus d'innovation qui est ouvert à tous les collaborateurs, où chaque collaborateur peut soumettre une idée devant un jury pour avoir 50 000 francs pour développer son idée jusqu'à la phase prototype pilote. Donc ça c'est également un processus qui est ouvert à tous les collaborateurs. Voilà. Plus on a encore des concours d'idées qui s'ouvrent, Post-Venture, qui est un concours qui a lieu tous les 2 ans, ouvert en interne et en externe, où là également on va soutenir la génération d'idées, et les 10 meilleures idées recevront à la fois les 50 000 francs mentionnés pour développer l'idée, plus les collaborateurs qui sont finalistes gagnent un voyage à la Silicon Valley de formation sur l'innovation. Donc, il y a plein d'initiatives. Et cette offre d'ailleurs, la Silicon Valley, c'est également mon équipe qui la gère. Donc on a la possibilité pour tous les collaborateurs de travailler jusqu'à 3 mois à la Silicon Valley, à San Francisco, avec des partenariats. Donc en fait, le collaborateur a relativement beaucoup d'offres à disposition. Il faut juste qu'il amène le contenu. Et en termes de... Donc vous disiez les gens qui ont déjà amené ces idées-là et qui ont réussi, qui ont pu toucher les 50 000 francs, c'est des gens, enfin c'est plutôt des gens quand même assez... qui sont dans la bureaucratie, ou plutôt vraiment des gens qui vont ramasser le courrier. Enfin, il y a une répartition qu'on peut voir. Sur les gens qui participent à Postilia, c'est plutôt des gens qui sont dans les centres de tri, l'employé, qui a vraiment marqué un processus, et c'est plutôt des idées d'innovation de processus. Donc, a remarqué qu'un processus ne fonctionne pas bien, et tout à coup, l'idée pour optimiser ce processus, c'est assez rapidement, ça peut générer des économies relativement importantes. Donc, dans Postidia, c'est plutôt ce genre de personnes qui suggèrent l'idée. Ils n'ont pas trop l'intérêt à développer l'idée. C'est juste qu'ils sont là, ils voient la plus-value et voilà, ils suggèrent l'idée. Donc là, on a plus ce genre de profil-là. Sur des concours comme Post-Venture, où après, vraiment, le but, c'est que ces gens deviennent entrepreneurs. Donc, on les accompagne avec du coaching, avec ideation, des journeys, on fait des workshops avec eux. On organise des bootcamps, on les connecte avec des experts, design thinking, legal, etc. pour vraiment les transformer gentiment en entrepreneurs pour supporter cet entrepreneuriat ou intrapreneuriat. Et voilà, là on n'est plus sur les profils gestionnaires d'innovation, chef de projet, avec plutôt au siège, ou voilà, on est plus sur ce genre de profil-là. Et en parlant donc de joint ventures, on a regardé donc tout ce que vous avez justement dans la brochure d'innovation qu'on peut trouver sur votre site. Et en fait, on se demandait donc par exemple pour le système de livraison par drone, par exemple, donc avec l'entreprise qui s'appelle Maternet. Alors ça, comment ça se passe donc quand vous faites un partenariat avec ce genre d'entreprise? Est-ce qu'il y a c'est du financement? Est-ce que c'est vraiment une win-win situation où il n'y a pas forcément de transactions qui sont effectuées? Comment est-ce que vous... Alors c'est les deux. Si on reprend sur l'histoire Maternet, qui est une belle histoire parce que ça vous donne aussi un peu un fil conducteur par rapport au processus d'innovation. Et j'étais impliqué d'entrée de jeu sur ça, donc c'est pour ça que je peux vous en parler au mieux. Si on prend les drones, on monte à 4 ans et demi. On avait la technologie drone et on se posait la question qu'est-ce que ça signifie vraiment pour la Poste. Il y avait ceux qui trouvaient ça bien, d'autres qui étaient totalement contre. Et l'unité en elle-même, Post Logistics, à l'époque, ne voyait pas trop d'intérêt. Donc on a pris ça chez nous et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé avec un partenaire qui s'appelle Plug and Play à la Silicon Valley. On leur a demandé de faire un screening sur les startups qui produisent des drones, les meilleures startups, les plus avancées au niveau technologique. Et puis là, on a sélectionné parmi 7 startups Maternet, comme la startup au niveau technologique qui produisait les drones les plus appropriés à ce qu'on pensait nos besoins de l'époque. Et ensuite, on a fait un POC en Suisse pour valider la technologie. Là, on s'est rendu compte que les Américains, quand ils disent 50 km d'autonomie, il y en a 20. Le Suisse va dire 15 pour avoir les 5 km de marge, l'Américain va dire 5. Voilà, ça c'est un peu le learning dans le processus, mais il n'empêche qu'ils ont livré la marchandise. Donc on a validé ça dans le Ceyland avec des... Voilà. Et derrière ça, après, on a décidé d'investir. Parce qu'on a cru en la startup, on a décidé d'investir. C'est également
donc mon équipe, on a un fonds d'investissement, des fonds de projet sans equity, puis on a un fonds d'investissement où là on prend des participations minoritaires dans les startups. Et à ce moment-là, on a décidé d'investir dans la startup. Et en parallèle à ça, on a vraiment échangé avec des clients pour définir le use case, pour définir le business case. Et c'est là, grâce aux échanges qu'on a eu avec des clients, on a identifié la verticale healthcare, donc la santé, comme la verticale la plus, à court terme, la plus prometteuse. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une dichotomie avec Matternet. Matternet, ils voyaient, leur vision, c'était le e-commerce, les drones qui remplacent les facteurs et qui vous livrent les colis aux alentours. Et ça, on a dit non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est à court terme, c'est pas possible. Il y a la régulation, il y a plein de challenges. Mais eux, ils étaient totalement faux. Donc, le use case, c'est vraiment healthcare. Ok. Et c'est maintenant, c'est ce use case qu'on a conceptualisé ensemble et qu'on a implémenté à Lugano, à Zurich. Voilà. Et maintenant, Matternet, eux, scalent. Donc, ils réalisent ce use case dans d'autres pays, hors Suisse, avec un autre partenaire pour les opérations. Et nous, en tant qu'investisseurs, on profite de cette croissance de Matternet, forcément. Donc, c'est un peu le mécano pour vous expliquer tout ce qu'on fait pour accompagner vraiment la génération maintenant d'une idée. C'est plus une idée maintenant. Les drones, ils sont déjà dans la phase de vente comme produit tel quel. D'accord. Ok. Donc, ce use case, on le vend. Ok. Et est-ce que ça vous arrive aussi donc, de ne pas forcément investir dans la start-up, mais de simplement rester à un niveau de pure coopération ou, par exemple, ça vous appliquez Exactement. aussi C'est-à-dire que nous, on a tout un processus de startup screening et sourcing, plus matchmaking, evaluation. Donc, c'est relativement complexe, hein, c'est très structuré dans ce sens-là, où vraiment, faut vous imaginer un entonnoir avec des sources différentes. On a des partenaires à la Silicon Valley, mais également à Shanghai, Tel Aviv, Berlin. Voilà. Et au final, on va être capable, au travers d'un processus aussi d'évaluation avec les business units, relativement lean, d'initier 15 à 20 projets avec des startups toutes les années. Okay. Et parmi ces projets, on va décider d'investir dans 3 ou 4 financièrement, prise de participation dans les startups. Donc le financement, l'investissement dans la startup, on peut dire que c'est en quelque sorte la collaboration qui a le plus abouti, dans laquelle vous pensez qu'il y a le plus d'avenir. Là, en général, ça débouche sur un investissement. Après, ça dépend. Après, il y a des collaborations. On va initier un projet avec la startup et puis la startup va pas nous vouloir comme investisseur, c'est aussi possible. La startup est dans une phase. Nous, on investit vraiment dans seed series. Je ne sais pas si ça vous parle un peu les phases d'investissement dans les startups. Donc, c'est plutôt early stage avec des tickets entre 1 million et 1,5 million. Donc, c'est relativement early stage parce que le but, c'est justement on monte dans le train relativement tôt et puis on shape les use cases ensemble. Donc, c'est vraiment notre intérêt. Et il y a des startups avec qui ils sont déjà en série B, C, etc. Donc, ils sont plus loin. Ça demande des investissements trop importants. Ils ne souhaitent pas peut-être des investisseurs stratégiques, plus financiers, etc. Donc, ça dépend d'intérêt. Donc, c'est pour ça que ces startups-là ne nous veulent pas. Mais nous, ça nous va très bien de collaborer sur des use cases concrets parce que voilà, il y a des bénéfices à implémenter ces use cases. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas. Mais c'est vrai que, idéalement, pour nous, il y a cette collaboration autant au niveau prise de participation que projet. Ok. Peut-être qu'on peut passer à Le modèle. Ouais, le modèle. En fait, on a juste un modèle, parce que donc le cours dans le cadre duquel on réalise ce projet-là, en fait, on se base sur un rapport d'UBS par rapport à justement l'entrepreneuriat d'entreprise. Et donc, il y a un modèle dans ce rapport-là qu'on voulait utiliser. Mais en fait, on voulait juste vous demander... je crois pas. En fait, donc, selon certaines innovations qu'on a justement identifiées dans la brochure qu'on a trouvée, donc, on a listé quelques-unes, les drones, les robots de livraison, Smart Shuttle, Internet des objets, Smart Button, les My Local Services et la cybersanté. Et on voulait savoir si ce serait possible, si vous pouviez mettre où est-ce que vous pensez, dans quelle case vous considérez que chacune de ces innovations se retrouve, par rapport à la Poste. Donc, est-ce que ce serait un nouveau business model et que ça implique des nouvelles compétences, on serait plutôt ici, et surtout en termes de secteur aussi de la branche, c'est les 2 axes que vous avez ici. Et du coup, si pour chacun des cas, vous pourriez, selon vous, où est-ce que vous le situeriez par rapport à l'activité principale de la Poste? D'accord, alors peut-être on va vous les prendre dans l'ordre. Oui. Vous avez souhaité. Donc, les drones d'abord. Oui. Alors, les drones, c'est pas des... Ça dépend si vous... Ici, c'est le secteur de la branche. Exactement. Et puis là, est-ce que c'est un nouveau business model ou pas? D'accord. Alors là, les secteurs de la branche, donc c'est clair que c'est dans la branche, par contre, c'est des nouvelles compétences. Et puis, expansion d'activité principale. Donc,
ou compétences existantes. C'est différent ce que vous... Parce que si c'est les compétences technologiques, par exemple, la drone c'est clairement une nouvelle technologie, la livraison par drone, la livraison autonome, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé. Par contre, pour moi c'est pas une nouvelle branche d'activité dans le sens où c'est complémentaire à d'autres canaux de livraison classiques. On peut avoir la livraison par un facteur ou par les stations de colis MyPost 24. Ok. Donc c'est ça. Par contre, voilà. Par contre, au niveau modèle d'affaires, c'est clair que c'est Quelque chose qui implique de nouvelles compétences. voilà, nouveau modèle d'affaires, etc. D'accord. Après, pour les robots de livraison, parce que donc les robots de livraison, on a vu aussi, mais je crois que le projet est moins... Il n'est pas encore commercialisé, Voilà. c'est ça? Si vous prenez le processus d'innovation, donc si vous avez la phase exploration, ideation, ensuite vous avez le développement du produit, etc., et le pilote, la mise sur le marché, etc. Donc avec les drones, on est sur la phase mise sur le marché. D'accord. Parce qu'on commercialise cette prestation. Par contre, les robots sont arrêtés à la phase pilote. C'est-à-dire qu'on a eu un pilote à Zurich et à Berne, et puis on s'est rendu compte que la finalité économique n'était encore actuellement pas donnée, que la régulation était trop problématique. D'accord. Donc on s'est arrêté pour l'instant, on roule. Mais C'est pas exclu que quand la régulation changera, les technologies évolueront, on réactivera la chose, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment le business case, comme on l'a fait sur les drones. D'accord. De ce que Smart Shuttle, Smart Shuttle, c'est aussi encore une phase assez précoce, il me semble, c'est ça? Donc avec tout ce qui est conduite autonome, des bus post-finance. Alors la phase Smart Shuttle, non, je dirais qu'elle est aussi sur le marché. On a réalisé des pilotes qui ont fonctionné et maintenant, avec la ville de Sion, qui est le client principal, donc on implémente et on étend également le réseau dans la ville de Sion avec les Smart Shuttles. Donc ça, vous le considéreriez plutôt comme une optimisation de l'activité principale ou... Non, ça c'est clairement complémentaire parce que le Smart Shuttle sur la chaîne mobilité, ils adressent des besoins en fait, qui n'étaient pas adressés avec la palette de produits précédente. Avant, on avait les bus classiques avec carte postale, on avait les bikes, donc les vélos avec Publibike, mais on avait certaines zones, par exemple les zones piétonnes, etc., qui n'étaient pas adressées avec des prestations de mobilité de notre portefeuille. Et ce Smart Shuttle permet d'adresser certaines nouveaux besoins de marché. D'accord. Et alors pour l'Internet des objets, si vous faisiez référence notamment à l'utilisation par exemple, à l'utilisation de capteurs sur certaines boîtes aux lettres qui pouvaient ensuite transmettre des données météorologiques par exemple, où est-ce que vous en êtes avec ce projet-là? Alors ça dépend de l'Internet des objets. Donc, oui, c'était le nom chimique. Pour nous, c'est bon. Voilà. Pour nous, c'est une technologie et derrière ça, il y a beaucoup de pilotes ou de POC qui sont initiés ou de prototypes qui sont initiés selon aussi la technologie qu'on parle dans l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets étant seulement un sujet. Donc, il y a une équipe dédiée à ça. Et après, selon les use cases, la majorité sont clairement dans la phase pilote ou alors explorative. Voilà. Les projets qui sont dans la phase pilote, par exemple, c'est clairement le Smart Button, où là, il y a un pilote avec la Migros qui s'est placé. Donc ça, c'est vraiment la livraison de certains produits via le Smart Button et le réseau postal. Donc, là, il y a un pilote concret qui est en cours avec la Migros. C'est également la gestion des stocks chez nos clients. Donc idéalement, il faut vous imaginer, par exemple, dans les hôpitaux, ils ont pas mal de types de marchandises à commander. Donc là, il y a le Smart Button ou alors les capteurs. On a les deux modèles. On valide la livraison dans les 24 heures, dans la journée, same day. Ça, c'est des pilotes basés sur la technologie Internet des objets. On a également des solutions qui sont par contre déjà dans une phase plus lointaine, dans la phase de commercialisation. On a une prestation qui s'appelle par exemple Smart Pharma, qu'on a développée avec l'équipe, avec la start-up. C'est aussi un projet relativement intéressant. C'est sur le monitoring de la température pour les médicaments. Donc là, on est sur la pharma supply chain, où là, on s'est rendu compte avec la startup Modum, qui a développé un tracker pour monitorer la température, qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que la législation européenne, en fait, oblige également la Suisse et certains fournisseurs de médicaments de monitorer la température pendant le transport. Donc c'était un problème concret, et cette startup Modum a développé ces trackers, et après ensemble on a fait une plateforme aussi blockchain. Donc là on a utilisé une nouvelle technologie blockchain pour valider en fait le monitoring des températures. Et basé sur ce monitoring des températures, maintenant on a un système de smart pricing.
Ok. Donc bonus malus. Vous Ok. voyez, si on respecte, etc. Donc voilà, ça c'est, là on est sur le nouveau business model. Hein. On a de nouveau. D'accord. Donc là il y a les deux Ok. sur cette prestation-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a. Là, ce serait dans une nouvelle activité. C'est plus votre activité principale. Alors c'est un nouveau service, c'est-à-dire que Nouveau l'activité service. reste le transport de médicaments. Par contre, ça permet des services additionnels avec la création de valeur pour le client, avec des nouveaux business models basés sur le blockchain et smart pricing, smart contract. Voilà, là on est totalement sur quelque chose de relativement disruptif. Ensuite, pour terminer, parce que du coup, cybersanté, vous avez traité le cas. Pour My Local Services, où est-ce que ça en est? Parce que j'ai vu qu'il y avait 3 communes, ou deux ou 3 communes C'est qui ça. avaient testé le projet. Ça c'est la phase pilote. Là on est D'accord. clairement dans une phase pilote Et puis, où on valide. Alors au niveau technologique, besoin, ça a été relativement validé, les chiffres sont bons. Par contre, maintenant, on est plus dans le domaine validation du pricing, business model. Ok. Où là, on est encore dans une phase de recherche. On valide simplement certaines hypothèses qu'on a pu évaluer, d'accord. plutôt dans le processus. Super. Ok, super. Merci. Et donc, vous avez mentionné avant, donc, par rapport au financement, comment ça se passait. Donc, vous avez dit qu'on pouvait être financé par equity ou alors financé à base d'un fonds dédié justement pour les partenariats avec les startups. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Donc, vous êtes particulièrement intéressé au financement de projets avec les startups, c'est ça? Alors, Ou plus généralement, pour les En collaborateurs? général, En général. En général, oui, En mais général. d'abord avec les startups, et puis parce que c'est ce qui nous intéresse principalement, et Ok. ensuite au terme d'idées. Ouais. enfin, Donc avec les startups, donc on a un processus d'innovation pour les projets, pour les projets au niveau du groupe, où là on met à disposition 1 pour 1000 du chiffre d'affaires du groupe dans ce fonds d'innovation. C'est entre 9 et 10 millions chaque Ok. année. Ouais. Chiffre d'affaires post 9-10 milliards, Ouais. grosso modo. Donc 10 millions à disposition pour le fonds. Et puis, donc ce fonds est accessible pour les collaborateurs internes, mais également pour les partenaires externes. Mais il faut un support interne. Ok. Donc ça fait qu'il y a des projets avec les startups, pas mal de projets avec les startups, notamment Modum, celui que je viens de mentionner, qui a été financé vers ce fonds d'innovation. Voilà. Mais ça, c'est sans equity. Ok. Et là, on peut, le fonds, c'est un stage gate process, si vous connaissez. Donc au premier gate, on peut recevoir 50 000 francs à disposition pour finaliser un prototype, un pilote. Et puis après, derrière ça, au gate 2, on peut recevoir un financement à concurrence de plusieurs millions, si nécessaire. Ok. Voilà. Donc vous monitorez vraiment Voilà, nous on monitor, on gère le développement processus, pour, on monitor, on gère également, il y a un jury en place avec des profils qui sont relativement senior managers, executive managers au niveau du groupe, qui vont décider ensemble quelle idée peut aller plus loin dans le processus et quelle idée doit être stoppée. Ok. Ça, on a tout ça en place et on gère ça pour l'ensemble du groupe. 9 millions de fonds sans equity. Et derrière ça, avec un autre processus, etc., on va gérer les investissements dans les startups. Donc on a un fonds d'investissement dans les startups. Ok. Et ça, c'est directement chez moi. Là, on est une petite équipe où on s'occupe d'identifier les startups, due diligence, je pense que vous connaissez toute la procédure pour évaluer les startups. Et là, on a également des partenaires externes qui sont impliqués dans l'évaluation de la startup, donc private equity, avec des partenaires comme Redstone, Investir, etc. Et ensuite, on va décider d'investir avec qui décide, donc un comité d'investissement avec responsable innovation, responsable legal, responsable finance. 3 personnes et on décide. Donc ça, c'est relativement libre. Ok. Parce qu'il faut décider extrêmement rapidement sur les investissements. Et comment vous décidez de... Enfin, c'est la startup elle-même qui, en fonction de son stade de développement, vous allez décider de quelle manière elle va être financée. Nous, on a des critères. Ok. Nous, on a des critères relativement j'allais dire strict, mais c'est pas strict. Disons qu'on a une vision relativement claire dans quelle startup on va investir. Ouais. Donc voilà, donc il y aura aussi des startups où on va se dire voilà, le use case qu'elle nous propose est intéressant, donc on va explorer le projet. Par contre, au niveau financement, c'est trop tôt, on ne croit pas trop en l'équipe. Enfin voilà, donc au niveau investissement, on va plutôt se retirer ou dire on examinera le dossier dans une année. Ok. Donc on est assez clair. Donc c'est nous qui décidons. C'est vraiment nous qui décidons. Ok. Et en interne, donc que ce soit si vous décidez, enfin si vous trouvez une solution pour optimiser des procédés existants, tout ça, est-ce que ça va bénéficier des mêmes fonds, des mêmes sources de financement, ou est-ce qu'il y a des sources de financement qui sont propres au développement d'idées en interne? Alors après, au niveau idée interne, donc il y a diverses choses qui sont envisageables. Donc il y a le processus d'innovation que j'ai mentionné avant, qui est ouvert également pour les idées d'optimisation des processus.
Ouais. Ça, c'est possible également. Sinon, il y a pas mal de budgets dans les unités directement qui sont liés à cette amélioration des processus incrémentaux. Voilà. Ça, c'est Ok. des budgets standards qui sont validés. Mhm. Il y a des fonds d'amélioration de la qualité, etc., qui existent en interne. Mhm. Et ces fonds sont en disposition pour ce genre d'idées-là. Ok. Plus incrémentel. Ouais. Le fonds d'innovation, il recherche quand même un peu plus de disruption Mhm. dans les idées. Ok. Et puis donc vous parliez avant de justement que les idées pour obtenir le financement devaient être validées par des managers, des gens assez haut placés. Mhm. De manière générale, comment est-ce que ça se passe, ce procédé? Quelle est l'implication en fait que les seniors de la boîte vont avoir sur tout ce qui est innovation et sur le processus en général? Bon, nous, on est vraiment dans une optique de... Nous, on travaille en étroite collaboration avec les business units. Ça, c'est Mhm. peut-être aussi quelque chose qui est important pour vous. Il y a des approches qui sont plus radicales où on se dit, bon, on va mettre un Innovation Lab complètement séparé de l'organisation cœur. Ouais. Et c'est pas notre approche. Nous, on est plutôt intégrés, on a des structures, une organisation qui permet énormément d'échanger avec les business units. Ok. Donc, c'est ça. Donc, voilà, donc, tout ça pour dire qu'on est extrêmement connecté au business unit. Et lorsqu'on a dans, ce processus d'innovation, ce qu'on fait, c'est qu'au Gate One, il y a un groupe de 50 personnes qui ont quand même une affinité avec l'innovation, Mhm. qui sont des décisionnaires, des personnes décisionnaires, des responsables d'équipe. Et il y a un pool justement de ces personnes-là, une cinquantaine, qui est défini. Et pour chaque séance Gate One, Mhm. par exemple du processus d'innovation, qui a lieu de manière mensuelle, Ouais. on va prendre 5 ou 6 personnes de ce pool. Vous savez que chaque personne participe à 2, 3 séances par année. Mhm. Et on va les mettre, on va les définir comme jury. Donc c'est ces personnes-là qui vont valider et Ok. examiner cette idée. Ok. Et ces personnes-là, il faut bien s'imaginer, c'est peut-être qu'il y aura une idée sur une boîte aux lettres intelligente qui va être soumise avec dans le jury quelqu'un de post-finance, quelqu'un de post-ortho, carte postale, quelqu'un de diverses unités, Ouais. etc. Ok. Et est-ce que les gens, donc, que ce soit des employés en interne ou des startups, est-ce que dans la phase de développement, même au tout début, donc avant la Gate One, est-ce que vous travaillez en collaboration avec eux pour justement les aider à se développer pour ensuite avoir plus de chances de passer le palier et puis de pouvoir Alors, obtenir plus de financement? Ça de toute manière, donc sur les employés naturellement, parce que après si c'est quelqu'un qui a l'habitude, responsable d'innovation, il aura une sensibilité, comment aussi Bien décrire sûr. une idée d'innovation, quels sont les critères importants pour évaluer l'idée, etc. Mais un collaborateur qui n'a pas forcément trop d'expérience, simplement décrire une idée, c'est déjà un challenge pour lui. Bien sûr, ouais. Quelle information intégrer Ok. ou pas. Donc là, on va l'accompagner, on va lui expliquer, etc. Et puis les startups, naturellement, quand on prépare aussi des demandes de financement pour les projets, etc., nous, on va les challenger, la Bien startup. sûr. La startup va penser simplement peut-être décrire la technologie. Non, nous, on veut le use case pour la Ok, poste. ouais. Donc c'est vraiment un travail en tandem avec la Ok. startup. Ok. C'est la grande D'accord. chose. Et c'est d'ailleurs souvent ce travail, en fait, avant j'ai utilisé le terme de traducteur, parce que nous, on a l'interface entre le groupe et les partenaires externes. Donc nous, on a vraiment dans ce travail de traduction, en fait. Mhm. On connaît les besoins internes, on connaît l'entreprise, on connaît nos métiers. La startup ne connaît pas ça, mais la startup, elle va amener de l'entrepreneuriat, des solutions, etc. Ouais. Et nous, on va essayer de tout shaper ça dans un use case approprié Ok. qui va générer de l'intérêt chez nos spécialistes, chez nos Vous allez faire en décideurs sorte que internes. la clé rentre dans la serrure, que ce soit compatible et que. C'est ça. Ouais, C'est que si on laisse parler les deux parties, Oui. ils vont pas se comprendre. bien sûr. Ok. Sans Ok. compter la divergence des fois au niveau culturel, langue, etc. Startup, Mhm. Nous, on travaille avec les startups au niveau mondial. Ouais. Et là, on se rend compte des fois, là, le challenge, rien que la langue et la culture, c'est autre chose. Mettre une startup française avec un Suisse allemand, il y a Mhm. déjà le Bien challenge. sûr. Et là, je parle pas de la startup. Là, on a des projets avec les startups indiennes ou chinoises, c'est encore une autre histoire. Ouais. Ok. Ouais. C'est, Et puis en termes de timing, de durée des collaborations, vous êtes sur quel horizon en général? Qu'est-ce que vous faites comme screening par rapport à... Enfin, est-ce que vous dites, ok, Oui. alors là, c'est vraiment une phase, c'est vraiment au tout début, on n'aura rien avant 3 ans. Est-ce que ça vous arrive parfois de laisser tomber des idées parce que ça prend trop de temps? Enfin, quel est votre... Nous, sur les startups, alors on a plus une optique, quand même, on espère avoir des solutions sur le marché relativement à court terme. Ok. C'est pour ça qu'on ne va pas aller chercher les startups trop tôt non plus. Mhm. On commence vraiment à être intéressé autant pour les projets comme des sources de financement, quand la startup elle a au minimum un produit Ok. qui est sur le marché. Ok. Ou qui est vraiment En voie d'être, prévu pour le marché Mhm. à très très court terme. Donc ça c'est quand ça commence à devenir intéressant pour nous et on va Ok. examiner
la chose. Après, il y a d'autres partenaires comme les ETA, les EPF, à Zurich ou Lausanne, où là, on va être sur des projets de recherche à beaucoup plus long terme. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est une autre optique. Mais avec les startups, c'est quand même du concret. Ok. Et juste alors pour revenir un tout petit peu plus sur la coopération entre, justement, vous disiez, un employé qui travaille dans un centre de tri, il aura du mal à formuler une idée. Comment est-ce que ça se passe? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment se passe la collaboration que cette personne-là pourra avoir avec quelqu'un qui l'aidera justement à développer son idée? Voilà. Alors là, concrètement, ce qui se passe, c'est que d'abord, on a un formulaire de génération, de description d'idées, qu'on a créé, qui s'appelle COSTAR. Donc, C de COSTAR, c'est client, O, opportunité, marché, S, la solution, T, le team, l'équipe, A, les avantages. Voilà. C'est relativement simple, mais c'est avec des questions spécifiques, quelles sont les informations attendues. Donc là, on a déjà toute une structure en place. Donc, ensuite, on va accompagner la personne qui a l'idée pour décrire son idée, etc. Ce qui va permettre également de la vendre en interne, etc. Et après, on part sur des formats qu'on a développés, comme ça s'appelle les Inside Camp, où là, c'est 2 jours pour la personne à disposition, où elle va prendre ce costard, le supérieur supporte l'idée, met à disposition cette personne pour 2 jours. Et ensuite, on va ensemble vraiment aller dans le concret, avec déjà premier call sur les clients potentiels, essayer de concrétiser la chose. Et voilà. Et après, il y a le format qui s'appelle Bootcamp, qui est un peu pareil, mais un peu plus tard, 5 jours. Voilà. Et après, le financement assuré derrière par les processus. Donc, il y a toute une structure, une architecture d'innovation en fait à disposition. Ok. Et puis au niveau donc de la protection de toutes ces innovations, est-ce que par exemple ce qui est développé en interne, ça a besoin d'être protégé légalement, ou est-ce que vous gardez ça secret? Comment ça se passe? Non. Alors, on a quelques IP, quelques patentes, etc. Mais la majorité, non, c'est pas. Je dirais, on peut difficilement le protéger. Ces innovations, ça serait extrêmement cher à le faire. Et pour moi, ça n'a pas de valeur. On n'est pas sur l'optique de protection. Aussi, quand on fait les concours d'idées, par exemple Post-Venture, qui sont ouverts à des externes, ce qu'on leur dit, c'est venez, on ne prend pas l'IP reste chez vous, mais on développe les projets communs, etc. Ok. Donc, ça peut être aussi attrayant pour les startups et de manière générale de savoir qu'il n'y aura pas d'ambiguïté ou de conflit. Exactement. Non, c'est relativement clair d'entrée de jeu. Et donc on se demandait aussi, donc, la Poste étant en Suisse, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la Suisse comme contexte pour innover, soit en termes de start-up suisse ou de vous, un grand groupe qui travaille avec ces start-up? Qu'est-ce que c'est comme contexte, la Suisse, qui n'est pas beaucoup de la Silicon Valley? Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'il y a des aspects Il y a des aspects comparables, il y a des aspects qui sont naturellement très, très différents. Et après, les aspects qui sont pour moi très différents, c'est naturellement la culture, cette culture d'entrepreneuriat en Suisse par rapport à Silicon Valley, il est quand même moins. Même si ça change, et c'est très réjouissant. Le venture capital, les fonds aussi pour les startups, en Suisse, ils sont en forte croissance, mais bon, on a quand même énormément de retard sur d'autres écosystèmes, donc voilà, donc ça change. Après, pour une startup, pour moi, la Suisse est relativement idéale, dans le sens où il y a quand même aussi les EPF, on a d'excellentes écoles, le capital il est quand même là, et puis il croît, donc il y a beaucoup de fonds à disposition pour les startups early stage, après les EPF ou les unis, pour financer les premières étapes vraiment de la création de startups, donc il y a énormément de support. Après, l'infrastructure elle est idéale, la qualité de vie. Les minus, c'est quand même les coûts, ils sont importants. Il y a beaucoup de startups, par exemple, sur Suisse allemande surtout, elles décident d'installer des bureaux à Berlin relativement rapidement. Recruter du personnel, c'est pas évident non plus. À Zurich, il y a Google, l'aspirateur à talent. C'est pas évident pour une startup, aussi de régater financièrement. Voilà, ça c'est un peu les minus. Mais j'ai l'impression, sinon, les corporates, j'ai l'impression qu'il y a énormément de corporates qui ont des processus idéaux pour travailler avec les startups. Elles ont facilement accès, en tout cas c'est ce qu'on entend. Je pense qu'il y a quand même cette volonté de travailler avec eux. J'ai l'impression que l'écosystème est quand même intéressant. Après, la taille du marché, c'est aussi un autre minus pour moi. Pour une startup, c'est quand même petit, c'est complexe, c'est 4 langues. Voilà, c'est plus facile de démarrer US. Voilà. Ouais, bien sûr. Ok. Et puis donc vous, en termes d'innovation... Si vous permettez, je vais juste prendre 1 minute pour écrire à Fabienne. Aucun problème. Alors. Comme ça, après, elle peut faire la visite. Moi, malheureusement, j'ai...
Voilà. Et donc pour revenir un peu à la Suisse et puis donc le contexte, dans l'environnement dans lequel évolue la Poste, est-ce que le fait que vous soyez possédé par l'État, est-ce que ça peut être un frein pour l'innovation? Est-ce que des fois vous vous sentez un peu... Ah, vous enregistrez pas là. Un peu restreint? Non, ça peut être un plus et ça peut être un moins. Ok. Dans les plus, je dirais, il y a quand même peut-être l'État parfois nous laisse un peu plus de marge de manœuvre aussi pour réfléchir un peu à moyen terme, plus long terme. Si vous êtes coté à la bourse et vous avez des mauvais chiffres, bon, mesures directes. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc là, peut-être qu'il y a quand même cette liberté un peu plus de planifier à moyen terme. Mhm. Les comptes, c'est que c'est des politiciens. Là, on voit les discussions sur e-voting, des initiatives qui sont là, qui peuvent bloquer l'innovation, mémorandum pendant 5 ans, plus d'e-voting, quoi. Ouais. Voilà. Donc on est dépendant de ça et la Poste n'est pas n'importe quelle entreprise, donc chacun a une opinion sur la Poste. Vous voyez dans les médias aussi le réseau postal. Mhm. C'est difficile, voilà, parce que les gens sont émotionnels là, Bien avec sûr. ce sujet-là. Donc voilà, on est dépendant un peu de ces tractions, de ces dynamiques qui ne sont pas forcément faciles, Mhm. mais après, je n'ai pas l'impression qu'on doit se plaindre. Sur le Ok. CVC, moi concrètement, j'ai une difficulté, c'est qu'on a des bonnes startups, on a des bons investissements. Moi, j'aurais beaucoup à communiquer en externe. Par contre, voilà, comme actuellement la Poste, elle est dans les médias avec le réseau postal, ils ne veulent pas faire le lien, on ne veut pas faire le lien, surtout les Ok, ouais. départements de communication, entre restructuration en Suisse sur le réseau postal et puis en même temps investissement dans start-up étrangères. Bien sûr. Voilà, donc, c'est un peu cette dichotomie ou ce challenge qu'on a. Bien sûr. Donc, indirectement, l'État, la Confédération a, malheureusement certaines fois, une influence dans la prise de décision, dans les décisions que vous avez, dans votre Parfaitement. marge de manœuvre. Ouais, parfaitement. Sur la discussion aussi service public. Je veux dire, si on regarde le réseau est déficitaire de la Poste depuis des années, c'est comme Mhm. ça. Regarde les chiffres de paiement, bulletins postaux, voilà, déposer des lettres, etc. C'est relativement. Voilà. C'est en déclin. Si on observe ça de manière purement économique, on ferme les offices de poste beaucoup plus rapidement que ce qu'on le fait. Mhm. Ok. Et là, on a cette discussion service public qui est là et puis on doit la prendre en compte. Et puis dans le contexte suisse, parce que la Poste a la concurrence, mais ça reste assez limité. Enfin, surtout tout ce qui est distribution de lettres, vous avez un monopole. Alors non, le monopole, il est en fait jusqu'à 50 Jusqu'à grammes. 50 grammes, ouais. Voilà, et les lettres adressées. Ce qui fait qu'en fait, notre marché, à 90%, est libéralisé. Donc, Ok, ouais. 90% du chiffre d'affaires est en totale concurrence. Ce qui fait que la concurrence est importante. Ouais, la concurrence est importante. Mais est-ce que, donc, comment vous jugez justement la concurrence en Suisse avec des entreprises, comme on pense tout d'abord à genre DHL ou UPS, mais on se dit quand même, enfin, nous on s'était dit que justement ça représentait, c'était vraiment des petites entreprises par rapport à un géant comme la Poste, et on se demandait même si le fait que vous soyez en compétition avec seulement des entreprises de petite taille comme ça, ou qui ont une part de marché bien plus moindre que la vôtre, est-ce que justement ça peut pas être un frein pour l'innovation aussi, ça? Bon, alors UPS, après c'est vrai qu'on a des parts de marché qui restent importantes, mais bon, je crois aussi que c'est parce qu'on a un excellent service, Oui, mais ça reste, c'est vrai que les parts de marché de DHL en Suisse, sur le colis on est encore à 85%, ça a relativement d'importance. Après, donc en Suisse on a peut-être les géants, après par rapport à DHL, mondialement on est des nains. oui, bien sûr. Oui. FedEx, UPS, Tout est tous ces relatif. kilomètres, vous Oui, voyez oui. là, on est Oui, des oui. nains. Oui. Clairement, donc c'est un peu relatif. Ouais. Voilà. Mais il n'empêche que non, c'est des concurrents qui sont très agressifs. Et justement, ils ont cette force de frappe aussi avec des solutions à réseau mondial. Donc ce qu'ils implémentent en Indonésie, ils peuvent le faire en Suisse. Ouais. Donc non, ils sont très innovants. Ok. Et donc ça, c'est un vrai challenge. Et après, au niveau compétition, c'est clair qu'on peut voir des boîtes comme UPS au niveau de la logistique. Et moi, je vois la Migros, qui sont clients, mais qui peuvent devenir compétiteurs. Amazon, qui développe leur propre réseau logistique. Google, le GAFA, sur ces plateformes. Ça, c'est nos concurrents. Enfin, moi, je ne regarde pas seulement la branche pure. Ouais. Google, on prend le domaine de la mobilité carte postale. Moi, je prends Google, Ford, ça, c'est des concurrents. Ok. C'est eux qui développent cette mobilité as a service de demain avec les prestations liées. C'est plus les transporteurs publics, moi, c'est plus les TPF, les TPG ou. Bien sûr. C'est ceux-là qui sont vraiment en jeu, c'est les Google et Co. Ça va être des compétiteurs qui sont vraiment tournés vers l'innovation. Donc c'est pour ça que Oui, Google, qui ont aussi ça dans leur gène. c'est C'est-à-dire que c'est leur...
leur activité principale. C'est ça, qu'ils comprennent aussi les processus aussi de consommation, des prestations, mobilité, mobile. Là, on est allé aussi en Asie observer le digital commerce, comment les gens consomment, c'est sur le mobile phone. Et derrière ça, il y a Alibaba qui a des prestations aussi logistiques derrière qui sont super innovantes, basées sur l'analyse des données, optimisation des processus dans la warehouse, dans le transport, dynamic pricing, dynamic routing. Vous avez vos groceries aussi, fresh food delivery. Vous avez ça à l'heure avec des prix qui varient selon les horaires pour optimiser les flux logistiques. Enfin, il y a des concepts qui sont actuellement réalisés en Asie. On va dire chez nous, donc c'est tout ça qui est très important. Et ça, justement, après, c'est aussi la question des skills. Ces entreprises-là, elles sont souvent jeunes, elles ont pu recruter des personnes qui ont ça dans les gènes DNA. Nous, on a tout un historique derrière, qui est aussi notre force. Bien sûr. Voilà, on est très fiers de nos employés sont très fiers de travailler pour nous, mais derrière ça, des fois, il y a des skills qui manquent. Quand on travaille sur les nouvelles technologies, c'est un des challenges. Et puis en termes d'innovation, donc vous parlez beaucoup de l'inspiration que vous pouvez prendre à l'étranger. Est-ce que de manière générale, vous diriez plutôt que vous êtes réactionnaire par rapport à l'innovation, ou est-ce que vous essayez vraiment de prendre les devants et de venir, d'inventer, de développer des nouveaux systèmes? En général, j'ai l'impression que culturellement, on est quand même des fast followers, plus que des early adopters. Sur certaines choses, on va essayer d'être early adopters, ça reste un challenge. Et ça, je parle au niveau du groupe, pas forcément mon équipe, etc., mais je suis au niveau du groupe. Par contre, après, c'est vrai qu'on a quand même des tools. Si les autres auront validé quelque chose, on sera méfiant d'être les premiers. Mais si c'est validé, assez rapidement, on peut implémenter ce service. Parce qu'on a justement cette architecture d'innovation qui permet aussi de l'implémentation rapide. Bien sûr. Et puis donc pour Après, on a été des précurseurs, je veux dire, sur le maternelles, les drones, etc. Au niveau mondial, on a été des précurseurs. Avec Smart Shuttle pour les transports publics de manière autonome, en public, donc pas seulement en pilote, mais avec des passagers, on a été les premiers mondiaux. Donc là, on a vraiment des premières mondiales dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça que des fois, on est early adopters, mais pas majoritairement. Et puis dans le futur, quelles sont les tendances que vous suivez le plus? Donc on a parlé vous avez parlé de la mobilité, des voitures, des cars autonomes, tout ce qui est accélération, secteur santé. Alors c'est ça, il y a ça au niveau des tendances qui sont importantes pour nous, c'est l'Internet des objets. Il faut vous rendre compte qu'on dispose d'une infrastructure en hommes, bâtiments, véhicules qui est énorme en Suisse. Donc si on les rend connectés entre eux, ça permet justement de nouveaux modèles d'affaires, etc. Donc ça c'est quelque chose de très important. La technologie autonome dans la livraison, oui, on y croit, ça va être quelque chose d'important. Sinon, il y a tout ce qui est digital commerce que j'ai mentionné là, ce qui se passe en Asie, etc. Ça, c'est des tendances énormes. Aussi, digital commerce, mais aussi cross-border, donc avec des processus d'optimisation cross-border. De plus, je pense que vous commandez aussi hors Suisse sur certains sites. Donc là, il y a toute une dynamique avec reverse logistics, l'économie circulaire. Voilà. C'est aussi des choses qu'on observe parce qu'on va utiliser historiquement nos facteurs, ils livrent du courrier dans un sens. Ils font que ça, ils livrent, puis après derrière ils partent, ils font que livrer. Et maintenant dans l'économie circulaire, on va essayer d'utiliser cette infrastructure en hommes pour également les collecter des choses. On a commencé de manière basique avec des capsules Nespresso, etc. Mais on réfléchit à d'autres modèles d'affaires. Des gens qui livrent moins de courrier aussi, donc il faut les utiliser pour d'autres services. Et en termes pour vraiment déclarer oui ou non le succès d'une innovation, comment est-ce que vous vous basez? Sur quoi vous vous basez? Vous avez des KPI ou des... Oui, on a des KPI clairement. On essaie d'aller le plus rapidement aussi sur le marché, justement pour ne pas valider les KPI parce qu'on a l'impression qu'au niveau banque flux, c'est OK. Non, on va essayer d'aller rapidement sur le marché, donc utilisateurs, ce genre de choses. Après, si la prestation elle est déjà sur le marché, ça sera concrètement un revenu client. Voilà, comme n'importe quel autre produit, etc. Et la tendance, c'est vraiment aller sur le marché le plus rapidement possible. Feedback client le plus rapidement possible, interactif. Et puis, c'est ce qu'on fait avec My Local Service. Et d'ailleurs, pour ça, on a poussé une initiative qui n'existait pas à la Poste avant. On s'est rendu compte, nous, on avait cette philosophie d'aller sur le marché rapidement, mais avant, on ne pouvait pas. Parce que la Poste, ça a une image de perfection, il faut que ça soit 110% parfait pour aller sur le marché. Et donc, forcément, pour ces approches innovatives, c'est un challenge. Donc, on a créé quelque chose qui s'appelle Early, qui est un label. Donc, on va stempel qu'on va mettre sur les produits, comme ça, on va aller sur le marché, on va dire, mais vous savez, c'est pas un produit fini de la Poste, c'est un produit... Et comme ça nous permet, avec quelque chose qui n'est pas fini, d'aller collecter les premiers feedbacks. Sans endommager l'image que l'entreprise peut avoir. C'est ça. Et avec ce que vous disiez, on a vu votre vision était simplicité et système. Est-ce que vous pensez que ça va en soi avec cette idée d'aller sur le marché, d'être efficace,
toujours dans la simplicité, rapidité. Et comment est-ce que ça s'articule dans l'innovation Oui. au sein du groupe? Bon, l'idée simplicité avec système, l'idée c'est d'offrir plus des prestations individuelles, mais un système. Un système, Mhm. par exemple, digital commerce. Mhm. De dire aux petites et moyennes entreprises, on va vous faciliter le digital commerce. Mais déjà le marketing en amont, la création des webshops, ensuite fulfillment, transport, lagering, customer service, c'est ça l'idée, c'est ça le système. Et un phare avec système, c'est de dire à l'entreprise, ok, outsourcer les processus logistiques, etc., c'est notre core business, vous faites la vente, vous conceptualisez le produit, vous le vendez. C'est ça la vision. Hein. Ok. Dans divers trucs, mobility et d'autres, c'est ça la vision. Et l'innovation, naturellement, ça va dans cette vision-là. C'est rendre les choses simples. L'idée, c'est l'innovation avec toutes ces nouvelles technologies, IoT, autonomous, etc. C'est que le client décide de faire livrer son colis quand il souhaite, où il le souhaite. Et également peut-être avec encore la possibilité de choisir un pricing. Donc ça, c'est l'idée. Et d'être informé aussi, real time, hein. Track and trace, donc où est son colis, etc. Donc beaucoup plus qu'aujourd'hui. Cette personnalisation, individualisation. Infinite, c'est ça. Ok. Et l'innovation, naturellement, hein. Un Et- gros rôle à jouer. Un rôle à jouer. Et en termes d'innovation ou d'efficacité, vous diriez que votre modèle, est-ce que si vous en avez un, quelle est l'entreprise ou le système que vous aimeriez pouvoir égaler ou dépasser? Beaucoup d'entreprises qui font les choses, Mhm. qui font les choses très bien. Après, là, juste pour les avoir rencontrés, je dis Alibaba, Alipay, les Ouais. Chinois, là, c'est Ah, c'est C'est du efficace. Ouais. c'est impressionnant. Mhm. Et leur vision aussi, quand ils font New Retail, c'est impressionnant, quoi. C'est les shops, mais unmanned shop, Mhm. c'est tout se fait smoothly, real time, c'est impressionnant. Ouais. Et puis la capacité qu'ils ont à développer les choses en peu de temps. Après, c'est aussi une question de mentalité. Hein, oui. Ouais, En Chine, bien c'est sûr. top-down. Hein. Je veux dire, là, on peut parler de politique, on a parlé de politique. En Suisse, c'est le compromis, c'est on prend le temps, on gagne. Chine, Ouais. c'est top-down. Chine, c'est vrai. On décide de le faire et on le fait. Mhm. Ouais. Et ça, naturellement, c'est. Ouais, c'est vrai qu'en fait, Alibaba est assez similaire. Enfin, en termes de. Ils font de la livraison, ils sont aussi tout ce qui est finance, le paiement, tout ça. Donc, ouais, Ils ont tout créé. Ils ont fait la marketplace, Ouais. Tmall, ouais. ils ont fait les marketplaces B2C, B2B, ils ont créé Kainao, qui est leur branche de la logistique. Mhm. Et ils sont partis de quasi rien, 25 ans Mhm. de rien. Et c'est impressionnant. Et derrière ça, après, ils ont fait Alipay. Mhm. Ensuite, pour faciliter les paiements dans l'e-commerce, ils ont créé Alipay, qui est devenu unfinancial. Mais maintenant, ils ont un tel pouvoir avec les données qu'ils ont là, qui se mettent dans le credit scoring, le financial services. Ils font le prêt bancaire, enfin, ils font tout maintenant. Mhm. Et est-ce que, alors ça je me demandais aussi, une entreprise par exemple comme Zalando, donc qui livre ses colis par la poste, est-ce que vous avez fait au début, quand vous avez vu que ça a commencé à bien fonctionner, est-ce que vous avez fait des démarches justement pour l'attirer et pour faire en sorte qu'elle passe pas par un autre organisme pour distribuer ses colis, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Non. Alors ça, il y a un suivi naturellement Ok. sur les clients, etc. Et Zalando est devenu un des 3 clients principaux hein, maintenant. Donc il y a 4 camions tous les jours Ouais. qui viennent d'Allemagne direct. On fait direct entry import. Donc c'est impressionnant. Par contre, Ok. il y a un risque lié naturellement, hein, des clients trop importants. Donc c'est des clients clés. Naturellement, on est en échange continuel. Et ces clients attendent de nous qu'on se réinvente continuellement. Hein. Ouais. On leur offre des services, etc. Et ils n'auront aucune retenue à aller chez les autres si le Bien service sûr. n'est pas de haute qualité. Est-ce que vous craignez dans certains domaines, certains secteurs, est-ce que vous craignez d'être remplacé? Vous pensez que c'est un Absolument. risque? Oui. Ouais. Ah, c'est un risque évident. Ok. Et- Remplacé par des trends comme la digitalisation sur le courrier, ça c'est clair, Bien mais sûr. remplacé par les concurrents Ouais. également. Ok. Malgré le fait que vous soyez une ex-régie fédérale, Malgré le fait qu'on ait une il régie n'y fédérale, a pas d'avantage à être alors il y a quand même plus politique. Enfin, Voilà, on a quand même des infrastructures, etc., qui ont été développées ici. Si un client veut s'implanter dans la logistique, ça leur coûtera aussi relativement cher de s'implanter en Suisse, etc. Donc, ça, c'est plus l'histoire. Et maintenant, l'histoire, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je crois qu'il y a dans la majorité de nos business, il y a vraiment un gros risque de se faire mettre dehors. C'est comme carte postale. Un jour ou l'autre, si Uber arrive à développer un modèle de mobilité pour les villes qui est plus adéquat, ils n'auront plus de réseau urbain ou de campagne à mandater à carte postale. Bien sûr. Pour le faire avec Uber. Mhm. Donc,
Ça, c'est Et- mon opinion. Après, elle n'est pas partagée naturellement par tout le monde qui voit ça à la poste. Oui, c'est ça, vous nous Ça dites fait ça, partie mais du vous êtes patrimoine, dans... ça fait partie de la Suisse, boum, ça, Oui. ça sera toujours là. Bien sûr. Il y a des gens qui disent les lettres sont toujours là. Moi, je dis que dans 10 ans, il n'y aura plus de lettres. Enfin, Mhm. en étant. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est sûr que vous êtes, Mais c'est aussi notre vous rôle êtes la d'être un bonne peu personne. plus, Oui, c'est ça, vous les devez être en challengers. avance, vous devez challenger, vous devez amener des nouveaux insights. Ouais. Parce que c'est sûr que les gens plus anciens qui ont connu la Poste il y a 40 ans, bah, ils ne sont pas Disons forcément conservateurs. plus conservateurs. Ouais. Voilà, et puis après, pour vous donner une idée, on parle des lettres, alors c'est en déclin, 5% chaque année, hein, quand même, ces dernières années. Donc, Mhm. moi, j'observe ça, je me dis, voilà, bah, dans 10 ans, c'est plus grand-chose, en Ouais. gros. Mais par contre, c'est un business toujours très profitable, hein, 300 millions de bénéfices sous les lettres. Hein. Mhm. C'est 300 millions chaque année, donc Ouais. c'est super profitable, des marges mais hautes. Les colis, c'est en croissance, par contre, très forte concurrence, là, beaucoup plus forte de ces DHL, etc., les marges Mhm. beaucoup plus faibles. Toujours profitable hein, comme business, mais je veux dire, voilà. C'est un peu des fois le luxe qu'on a quand tu as des activités qui sont en déclin mais qui se portent quand même bien. Mhm. Ça, c'est toute la problématique que tous les Nokia et d'autres ont eu à l'époque. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais nous, on n'est pas plus protégé qu'un Nokia à l'époque, Mhm. qui croyait aussi être Mhm. indémodable. Évidemment. Et puis Post Finance, est-ce qu'ils aspirent aussi à se digitaliser ou à devenir Absolument. vraiment... Parce que déjà, alors moi, pour prendre mon exemple, Voilà, ouais. Je crois que- ouais, parce que je suis utilisateur de la BCV et de Post Finance, et c'est vrai que sur l'application, si on compare l'application BCV et Post Finance, on voit vraiment que Post Finance, ils font des efforts pour être... Alors, il y avait la Top de la stratégie à l'époque technologie. d'être les premiers au niveau mobile banking, d'être vraiment les premiers. On a lancé également avec tout le processus d'innovation que j'ai parlé, donc Twin, Ouais. je pense que vous connaissez Twin. Oui. En fait, il y a un projet interne poste. Ok. Projet interne poste, on a fait spin-off, on a eu 100% pendant des années, Mhm. parce que là, on a décidé que c'était plus facile pour Twin de se développer hors post-finance. Et puis après, on était gagné d'autres actionnaires, et maintenant, on est actionnaire minoritaire post-finance, avec Crédit Suisse et d'autres, etc. Ok. Pour avoir la masse critique. Et post-finance, non, ils ont clairement cette volonté. Je vais juste vous inviter à sortir. Bien sûr, bien Je crois sûr. que c'est réservé. Si on commence Post-finance, c'est à faire vraiment le cette tour volonté de suivre la digitalisation, naturellement. Ouais. Avec des nouvelles prestations, sur des nouveaux marchés. Bon, je crois qu'on a fait, Non, on a à peu près fait le tour de nos questions. Ouais. Merci. Parce que moi, si vous avez le temps, il y a Fabien qui est là, il va juste vous montrer. Non, ça c'est